Alors comment éviter les pièges du fin du mois avant la fin du mois? Réponse tout à l'heure dans ces dossiers signés Sandra Nyangui. Les grands formats de ce soir s'intéressent à l'entrepreneuriat de jeunes, devenir son propre patron entre manque de moyens et débrouillardise en plein temps. Entreprendre ressemble souvent à une aventure, mais une aventure que beaucoup refusent d'abandonner. On y revient également dans un instant dans ce journal. Et l'invité de ce soir, c'est le ministre de la Santé, avec qui nous allons de nouveau faire le point sur la situation épidémiologique sur le terrain, mais aussi de la grande réunion de riposte à Kampala. Excellence, Monsieur le ministre, je serai à vous tout à l'heure dans ce journal. Tout d'abord, l'actualité. Bienvenue à tous. Reconstruit depuis 2021, le grand marché Zando brille encore, mais surtout par son silence, car ses portes restent scellées. Face à cette attente interminable qui commence à agacer les Quinois, le chef de l'État y a effectué une deuxième visite, et cette fois, l'ambiance n'est prêtée pas au sourire. Le président de la République, visiblement très en colère, a recadré les autorités urbaines sur ces chantiers qui semblent avoir pris trop de temps. Giscard Roussel. Le nouveau grand marché de Kinshasa est un véritable chef-d'œuvre d'une architecture rare, fruit d'un partenariat public-privé initié par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2021. Des pavillons modernes, des entrepôts sécurisés, 10 000 étalages adaptés et des trottoirs spacieux, les nouveaux Zando a tout d'un marché moderne prêt à ouvrir ses portes pour près de 50 000 acheteurs par jour. Mais seulement voilà, Zando reste toujours fermé, car derrière ces belles images se cachent plusieurs problèmes qui retardent sa mise en service. La première équation est l'accès au grand marché. Au cours de sa visite d'inspection effectuée en 2025, le président de la République avait ordonné l'ouverture de toutes les voies d'accès qui mènent vers Zando. Il s'agit précisément des avenues du Plateau, l'avenue de l'École, l'avenue du Marché, l'avenue des Marais et l'avenue Roi-Kadingi complètement occupées par deux marchands. Retourné sur les lieux une année plus tard, le président de la République n'a pas caché sa désolation. Si le gouvernement provincial de Kinshasa a fourni des efforts appréciables pour construire plusieurs routes en béton armé, l'autorité urbaine n'a pas réussi à imposer son autorité face à la présence des vendeurs pirates qui ont investi toutes ces avenues. Et le chef de l'État n'a pas caché sa colère face à ces désordres. L'autre situation qui a irrité les chefs de l'État est l'assainissement du milieu. L'avenue Roi-Kadingi, principale voie d'accès du grand marché, était redevenue un dépotoir public. Quelques heures avant le passage du président de la République, Roi-Kadingi et toutes les avenues adjacentes étaient transformées en marché pirate où les marchandises côtoient les odeurs nauséabondes. Encore une fois, le déficit d'autorité a été fustigé. Durant toute sa visite, le chef de l'État n'a cessé de marteler qu'il ne veut plus voir un seul étalage sur la chaussée et dorénavant, quiconque s'entêterait court le risque de voir ses articles saisis. Ordre a été donné à tous les services concernés. Selon nos propres informations, les éléments de la police affectés à cet endroit se sont transformés en percepteurs de taxes illicites avec la complicité de commerçants expatriés. Face à cette impuissance, beaucoup proposent la réquisition des éléments des FARDC pour imposer l'ordre. Le plus grand défi qui retarde l'ouverture des Zando est le système d'assainissement. Pour un marché appelé à recevoir plus de 50 000 personnes par jour, il n'y a pas de système d'adduction et d'évacuation des eaux. Les constructeurs auraient-ils oublié de construire un système de drainage? Même si tout a été fait pour dissimuler les chaos des Roi-Kadingi, son grand caniveau bouché a révélé tout ce qui a été fait à la dernière minute. Les coups de colère du chef de l'État sonnent comme un dernier avertissement et les autorités urbaines devraient se ressaisir pour respecter scrupuleusement l'instruction du premier citoyen. En attendant, les Quinois attendent de pied ferme la réouverture du grand marché, ce qui devrait permettre le démantèlement de tous les marchés pirates à travers la ville capitale. Et nous sommes à présent non loin de là, entre Victoire et Kipwanza. La chaussée a disparu au profit d'un lac urbain où automobilistes et piétons improvisent parfois la natation
plus qu'une simple circulation. Béatrice Chakou nous en parle dans ses reportages. Au cœur de Kinshasa, la place Victoire étouffe sous les eaux et les embouteillages. Ce carrefour stratégique reliant plusieurs communes de la capitale est aujourd'hui méconnaissable. À Matungé, autour de la place des artistes, un vaste bassin d'eau s'est formé jusqu'au rond-point Kimpwanza en passant par les croisements Victoire-Éthiopie et Victoire-Gambela. Chaussées dégradées, circulation paralysée, conducteurs et piétons vivent un véritable calvaire. Aux heures de pointe, les véhicules s'immobilisent dans l'interminable fil tandis que les passants traversent difficilement les eaux stagnantes. Nous autres, nous sommes nés à Kinshasa, grandis à Kinshasa et nous connaissons comment était Kin. Aujourd'hui, cette place ne fait plus la fierté de la ville. Ce que vous voyez ici, c'est sans pluie, mais s'il pleut, c'est de la catastrophe. Mais que les autorités prennent à cœur cette situation. Un cri d'alarme lancé aux autorités urbaines à intervenir rapidement pour sauver ce point névralgique de la capitale. Je demande aux autorités de pouvoir ranger la ville. Ça, c'est pour acquérir de maladies. Entre insalubrité, voirie défectueuse et trafic infernal, la place Victoire illustre une fois de plus les défis d'assainissement et d'entretien routier auxquels Kinshasa reste confronté. L'hôtel de ville est désormais attendu au pied du mur. Et dans un autre chapitre, dans le Nord Kivu et l'Ituri, la lutte contre Ebola impose un nouveau front où les armes cèdent la place aux dispositifs sanitaires. Réunis avec le gouverneur de province concernée et la MONUSCO, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, appelle à une mobilisation renforcée pour sécuriser les centres de prise en charge, mais aussi protéger les personnels soignants. C'est un commentaire des Bobo Anad Mokonzi. Face à la maladie à virus Ebola, les armes et les barricades ne suffisent pas. La sécurisation de personnes et de leurs biens exige une réponse bien plus globale. C'est dans ces contextes sanitaires particulièrement précaires que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jekmen Tchabani, a échangé avec le gouverneur de 2 provinces touchées, le Nord Kivu et l'Ituri, par visioconférence, ainsi que les représentants de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, MONUSCO. Les échanges ont principalement porté sur la sécurisation des centres de traitement, la protection du personnel soignant et plus largement la garantie d'une sécurité optimale pour les populations vulnérables. Face à ces défis, la MONUSCO s'est engagée à agir main dans la main avec le gouvernement congolais. Nous comprenons qu'il y a une stratégie gérée par les experts dans la santé, y compris le ministre de la Santé. Mais il y a 9 piliers de la stratégie congolaise et parmi ces 9 piliers, il y a un élément sécuritaire. Alors, étant donné que la MONUSCO est un partenaire sécuritaire du gouvernement, nous voulions y participer aussi afin de voir dans quelle mesure on peut travailler ensemble, et la MONUSCO et le gouvernement du Congo, afin de répondre aux éléments sécuritaires de cette épidémie. Alors que les déplacements massifs de populations sont aggravés par une insécurité persistante, le déploiement de ces mesures drastiques marque une étape importante dans le renforcement de la riposte et de la prévention. Justement, nous recevons sur ces plateaux les ministres en charge de la santé, Roger Samuel Kamba, qui revient d'une réunion de haut niveau sur la riposte contre Ebola à Kampala, en Ouganda. Excellence, Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Parlez-nous de cette grande réunion. Quelles sont les grandes décisions? Oui, alors nous avons été à Kampala pour discuter avec 2 pays frontaliers. D'abord l'Ouganda, parce que vous savez que 2 cas avaient été dès le début notés en Ouganda, notamment un de nos compatriotes qui était parti se faire soigner là-bas. Et donc l'Ouganda a été touché. Mais aussi il y a le Sud-Soudan qui est à côté. Donc nous nous sommes retrouvés en Ouganda avec le ministre de la Santé de l'Ouganda, mais aussi le ministre de la Santé du Sud-Soudan, accompagné de Africa CDC, CDC Atlanta, OMS et UNICEF. L'idée, c'était de voir un peu, d'évaluer la riposte en général
et puis de voir quelles sont les mesures que nous devons prendre en commun, parce que nos 3 pays sont frontaliers et nos 3 pays sont à risque. Alors, la mesure la plus importante que nous avons confirmée, en fait, c'est pas prise, mais confirmée, c'est la libre circulation de personnes et de biens. Vous savez qu'à un moment, il y a eu des hésitations, et notamment certains pays qui ont même voulu fermer les frontières. Et donc, nous avons regardé toutes les mesures de santé publique et toutes les recommandations internationales. Et sur cette base-là, la mesure la plus importante, c'est vraiment de comment est-ce que nous collaborons pour que la riposte soit efficace, tout en permettant effectivement la libre circulation des personnes et des biens. Donc il n'y aura pas fermeture des frontières entre voisins? Ah non, parce que c'est pas une mesure de santé publique et c'est pas une mesure qui est efficace en quoi que ce soit. Je rappelle que nous sommes à la 17e épidémie et que les 16 premières épidémies n'ont pas entraîné ces mesures de fermeture, notamment de frontières. Donc, nous avons confirmé cela avec, comme je l'ai dit, la présence d'Africa CDC, de l'OMS, de l'UNICEF, de CDC Atlanta. Donc nous étions tous ensemble et nous avons levé cette option à rappeler aux différents pays, effectivement. Monsieur le ministre, quelle est la situation actuellement sur le terrain? Alors sur le terrain, nous avons effectivement encore, vous savez que l'épidémie, nous l'avons déclarée le 15 dernier, donc nous sommes encore vraiment en épidémie. Nous pensons effectivement que le nombre de cas qu'on détecte va encore augmenter le temps d'arriver au plateau, parce que vous savez que l'épidémie commence toujours en augmentant d'abord le nombre, et puis ensuite on arrive à un plateau avant de voir la décroissance. Donc nous sommes au tout début, donc je pense que ça va encore augmenter. Alors la situation réelle, c'est que nous avons encore des cas que nous appelons les cas probables, les cas suspects. Ce sont tous les cas qui nous sont signalés, qui présentent des symptômes. Et nous avons des cas qui sont hospitalisés. Combien de personnes sont vraiment isolées et prises en charge? Ensuite, nous avons les cas contacts, c'est-à-dire toutes les personnes que nous avons repérées qui ont été en contact à un moment ou à un autre avec le malade. Alors, en termes de chiffres, les cas suspects, nous sommes autour de 867 cas suspects et nous avons à peu près 204 morts suspectes et encore probables, c'est-à-dire que là-dedans, il y a des morts liées à l'épidémie, il y a des morts que nous devons aussi discriminer qui ne sont pas liées à l'épidémie. Et en termes de nombre de cas contacts, nous sommes autour de 1600 personnes que nous avons déjà répertoriées qui ont été en contact ou qui sont très à risque d'être contaminées. Maintenant, à côté de ça, il y a aussi les zones de santé qui sont touchées. Je rappelle encore que pour l'instant, on a 3 provinces qui sont touchées. Il n'y en a pas 4, il y en a 3. La première et la plus touchée, et c'est vraiment l'épicentre, c'est l'Ituri. Ensuite, il y a le Nord Kivu, et ensuite, il y a le Sud Kivu, où nous avons effectivement déploré un décès dans la zone de santé de Mitimureza. Donc, l'Ituri, avec plusieurs zones de santé, on avait 3 au départ, on en a ajouté une, et puis on en a ajouté 3 autres, parce que chaque fois qu'on détecte un cas, toute la zone est déclarée en épidémie. Donc en Ituri, on a à peu près 7 zones de santé qui sont en épidémie. Et dans le Nord Kivu, on a 3 zones de santé. Et dans le Sud Kivu, on a une zone de santé. Excellence, derrière ces tableaux, des décisions sont prises, notamment l'interdiction de vol vers Bunia, en Ituri. Qu'en est-il réellement? Bon, il est vrai que, vous savez, l'aéroport de Bunia, c'est un aéroport qui est en chantier. Et donc, pour nos services, notamment le programme national d'hygiène aux frontières, il faut établir des circuits plus solides pour que nous puissions contrôler toutes les personnes qui voyagent, qui entrent ou qui ressortent. Et c'est pour cela qu'on a décidé, pendant quelques jours, de refaire ces circuits correctement avant de laisser tous les vols atterrir ou partir de Bunia. Mais en attendant, les vols humanitaires, tous sans exception, avec l'autorisation du ministère de la Santé, sont autorisés. Donc vraiment, c'est pour refaire correctement les circuits, parce que l'aéroport est en chantier, que cette mesure avait été prise, mais nous rassurons la population, c'est vraiment le temps de remettre un circuit solide par rapport au fait que l'aéroport est en chantier. Donc on parlait des circuits, c'est-à-dire un circuit qui est adapté à la situation sanitaire actuelle. Absolument, parce que nous devons contrôler tous les passagers, que ce soit ceux qui embarquent ou ceux qui débarquent. Est-ce qu'ils ont la fièvre? Est-ce qu'ils ont été en contact avec des malades?
est-ce qu'on peut stériliser leurs mains? Nous devons vraiment contrôler. Et d'ailleurs, nous avons renforcé aussi en Djili, à tous les points d'entrée, nous sommes en train de renforcer partout pour qu'on arrive à rompre cette chaîne de contamination, notamment à maîtriser le virus pour qu'il ne sorte pas de la province d'Ituri vers d'autres provinces, au-delà des 2 autres qui sont déjà touchées, c'est-à-dire le Nord Kivu et le Sud Kivu. Merci beaucoup, Excellence. Nous allons vous avoir durant cette période dans nos journaux pour chaque fois faire les points sur la situation épidémiologique sur le terrain. Merci beaucoup d'avoir accepté encore une fois notre invitation. L'hôpital général des références de Lodja vient de recevoir un frigo mortuaire de 32 places, une dotation à la fois sanitaire et humanitaire offerte par Jean-Charles Okotolo Lakombe, président du conseil d'administration de la MIBA. Robert Ndaye. C'est une première dans l'histoire de la province du Sankuru. Lodja s'est doté d'une morgue moderne, entièrement équipée d'une capacité de 32 places pour la conservation des corps à l'hôpital général de référence de Lodja. Pour servir la conservation des énergies, pour produire l'électricité, il y a un convertisseur de 12 000 VA. Nous avons 12 panneaux de 580 watts-crête. Une dotation historique d'un digne fils du Sankuru, Jean-Charles Okotolo Lakombe, président du conseil d'administration de la société minière de Bakwanga. Ces équipements réceptionnés à Lodja comprennent des réfrigérateurs adaptés pour conserver les corps dans de bonnes conditions sanitaires. Le notable Jean-Charles Okotolo Lakombe, en dotant la ville de Lodja de cette morgue, vient ainsi mettre fin à un manque historique car la province n'en possédait pas depuis sa création. Un acheminement facilité grâce à l'implication personnelle du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au nom de toute la population du Sankuru, plus particulièrement de Lodja, si le matériel est arrivé, c'est grâce au chef de l'État qui m'a donné un coup de main et qui m'encourage à aller encore de l'avant. Avant cet arrivage, les familles étaient contraintes d'enterrer leurs morts le même jour du décès. L'arrivée de cette morgue offrira désormais le temps nécessaire pour préparer dignement les obsèques, se félicite le médecin directeur de l'hôpital général de Lodja. Aujourd'hui, nous venons de réceptionner la morgue. C'est un don du PCA Jean-Charles Okotolo Lakombe qui a pensé à ce jour à l'hôpital général de référence de Lodja parce que c'est une morgue qui va servir la population du territoire de Lodja, mais du Sankuru, parce que c'est l'unique et la première morgue qui existe dans la province. À travers cette dotation de matériel pour la morgue moderne, la ville de Lodja entre dans l'histoire de l'ère des services funéraires dignes d'une ville. La population salue la mise en œuvre de cette initiative. Nous sommes très contents parce que dans le temps, on avait beaucoup de difficultés pour les gens qui meurent au sein, n'est-ce pas, des hôpitaux, mais qui, des fois, ne sont pas encadrés, il n'y a pas de morgue. Cette réalisation s'inscrit pleinement dans la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place l'accès aux services sociaux de base au cœur de l'action publique. Et après plusieurs jours de tensions institutionnelles, le Sud Kivu tourne la page des crises. Un accord de paix a été signé ce week-end entre l'Assemblée provinciale et le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi. C'était à l'issue d'intenses concertations menées sous la médiation du deuxième vice-président du Sénat, Norbert Bassengezi. Marie-Louise Mbela. C'est un tournant décisif dans la recherche de la paix et la stabilité de la province du Sud Kivu qui traverse depuis plusieurs jours des menaces sécuritaires. Après plusieurs rencontres de réconciliation, les députés provinciaux, le chef de l'exécutif provincial et son adjoint ont filmé les calumets de la paix à travers la signature des 2 mémorandums. Ces 2 documents visent à sceller la paix sociale et à garantir la bonne gouvernance de la province. Cet accord de paix et d'attente vient ainsi mettre fin à des tensions marquées notamment par une motion de censure contre les gouverneurs. Nous célébrons comme Sud Kivu l'accord de paix et d'entente qu'on appelle l'accord de la Pentecôte. On ne pourrait pas faire les lits à l'ennemi et le chef nous a demandé de nous mettre ensemble pour voir ce qui nous unit et laisser de côté ce qui nous divise. Aujourd'hui, on vient de signer 2 documents appelés Code de bonne conduite et Acte d'engagement de nos députés provinciaux et de notre exécutif provincial pour la bonne conduite et la bonne gouvernance de notre province. Il était honteux et confus pour nous de commencer une guerre politique
dans une autre guerre. Nous remercions les députés provinciaux, leurs bureaux, nous remercions les gouverneurs de province, aux vice-gouverneurs, nous remercions également toutes les autorités de la République en commençant par les chefs de l'État, les présidents de l'Assemblée nationale, les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, les députés nationaux et les sénateurs avec qui nous sommes ici toute la journée d'aujourd'hui. Ça fait 2-3 semaines que nous sommes derrière ces dossiers, mais Dieu a dit qu'aujourd'hui, fini les bruits, fini les divisions. Les filles et fils du Sud Kivu ont posé un geste patriotique et de grandeur, geste salué par le deuxième vice-président du Sénat, Norbert Basengezi, qui a présidé ces rencontres à Kinshasa sur instruction du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, artisan de la paix. Paris, la première ministre Judith Suminwa a bouclé sa mission par une rencontre vibrante avec la diaspora congolaise à l'ambassade de la RDC en France. Emmanuela Commissaire. Dans une ambiance chaleureuse à Paris, la première ministre congolaise Judith Suminwa Tuluka a lancé un appel vibrant à la diaspora, accompagner le retour de la RDC sur la scène internationale. Face aux Congolais de France réunis à l'ambassade, le chef du gouvernement a plaidé pour une mobilisation autour de la candidature de Juliana Lumumba à la tête de la francophonie, tout en rassurant sur la place centrale de la diaspora dans le renouveau du pays. Chacun dans vos milieux, je vais vous demander de pouvoir parler de cette candidature dans tous les milieux où vous vous trouvez, parce que c'est ça qui va faire tache d'huile et qui va pousser tous nos partenaires, et particulièrement au niveau de la France, à n'avoir qu'une seule voix pour porter Madame Juliana Amato Lumumba. Sécurité, diplomatie, infrastructure, Judith Suminwa a également défendu les accords conclus à Washington et mis en avant plusieurs projets structurants à Kinshasa. Nous avons eu cet accord d'un point de vue sécuritaire. Vous avez vu les retombées qu'il y a aujourd'hui avec toutes les sanctions que subissent le Rwanda aujourd'hui. Au-delà de toute la violence que les gens ont vécue physiquement dans leur corps, même si la guerre se termine aujourd'hui, ça, ce n'est pas quelque chose qui va être réglé en 1 an, en 2 ans, en 3 ans. Parce que ça va devenir un problème de santé publique qu'il va falloir qu'on gère de manière permanente. Donc vous voyez, malgré tous les efforts qu'on fait, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais il ne faut pas se décourager. Un échange direct et patriotique, symbole d'un Congo qui veut désormais compter à nouveau dans les grandes discussions internationales. Place à la semaine du président de la République dans une sélection et commentaire de Pierre Kibambeso Moïsa. Face à la résurgence de l'épidémie d'Ebola déclarée dans l'est de la République démocratique du Congo, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé en début de semaine dans sa résidence du Mont Galema une réunion de crise à laquelle ont participé la première ministre Judith Suminwa, quelques membres du gouvernement des ministères sectoriels et le directeur général de l'Institut national des recherches biomédicales, Dr Mouyembe. La rencontre s'est apaisantie sur la première analyse globale de la situation sur le terrain au regard du rapport préliminaire remis au chef de l'État par le ministre de la Santé publique, Dr Roger Kamba, des retours de l'Ituri, épicentre de l'épidémie. Face à cette situation, le président de la République a instruit les membres du gouvernement à prendre des mesures urgentes nécessaires en vue de circonscrire la pandémie dans les zones affectées et de couper la chaîne de propagation par des mesures sanitaires adaptées. Le chef de l'État a dit suivre de près la situation. Il appelle la population au calme et à observer des mesures barrières. Le mercredi 20 mai, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé à la Cité de l'Union africaine la 4e réunion extraordinaire du Conseil des ministres. Outre la communication du président de la République, la réunion extraordinaire a planché sur des questions d'intérêt national, parmi lesquelles l'État et l'administration du territoire, la situation générale du pays et l'examen du projet de loi des finances rectificatives de l'exercice 2026. La 4e session
extraordinaire du Conseil des ministres est intervenue dans un contexte marqué par la volonté du gouvernement de renforcer l'efficacité de l'action publique et l'adaptation des politiques budgétaires aux priorités nationales. Vendredi 22 mai 2026, le gouvernement a tenu à la Cité de l'Union africaine la 90e réunion ordinaire du Conseil des ministres sous la haute direction du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En plus de la situation sécuritaire du pays, le Conseil des ministres a eu lieu dans le contexte particulièrement marqué par la résurgence de l'épidémie à virus Ebola dans certaines zones de province du Nord Kivu et de l'Ituri. Le point sur la préparation de l'équipe nationale de football, les Léopards, à la 23e Coupe du Monde FIFA 2026 était aussi à l'ordre du jour de la 90e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Entre la résurgence du virus Ebola en Ituri qui mobilise les gouvernements et la diplomatie active de la RDC qui affiche ses ambitions au sein de l'OIF, l'actu de la semaine avec Richard Kalala. L'actualité cette semaine est restée dominée entre autres par la situation sanitaire avec la résurgence du virus Ebola dans la province de l'Ituri. Face à cette menace, l'INRB appelle à une discipline sanitaire stricte et le professeur Jean-Jacques Mouyembe annonce une riposte de grande ampleur. Le ministre de la Santé publique et celui de la Communication ainsi que le docteur Jean-Jacques Mouyembe ont dévoilé les dernières mesures d'urgence et présenté l'état réel de la situation. La RDC peut compter sur la solidarité africaine dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Le gouverneur militaire de l'Ituri a reçu les assurances du directeur général d'Africa CDC. À chaque pluie, Kinshasa, la capitale, se transforme en un fleuve. Les routes deviennent impraticables, la circulation paralysée, les usagers à bout de nerfs. Kinshasa compte de routes en réhabilitation. Certaines artères sont même déjà terminées. Il se trouve que d'autres par contre sont dans un état de délabrement très avancé qui suscite l'inquiétude des usagers. Nos caméras étaient cette semaine au croisement des avenues Itaga et Huilery pour y apprécier la difficulté de circulation. Le ministre de Plan veut une action gouvernementale mieux coordonnée pour harmoniser des politiques publiques afin de renforcer l'impact réel des projets de développement en RDC. La Banque mondiale du Congo lance une plateforme Bloomberg FXGo avec son mobile BMatch, un outil international destiné à moderniser le marché d'échange et de renforcer la transparence des opérations diverses. Après la déclaration de la candidature de la RDC au secrétariat général de l'Organisation internationale de la francophonie, la campagne est lancée. Juliana Lumumba va en mission de séduction avec toutes ses armes. La première ministre, chef du gouvernement, était à Paris pour ce faire. Au-delà de nos frontières, à Lomé au Togo, la RDC a porté sa vision d'une Afrique plus industrialisée. Au forum Biachara Africa 2026, Julien Paloukou, ministre du Commerce extérieur, a défendu une transformation profonde des économies africaines à travers la zone de libre-échange continentale africaine. À travers ses plaidoyers, Kinshasa veut désormais se positionner comme un acteur stratégique du commerce africain. En RDC, la retraite arrive souvent plus vite que la sécurité financière, très souvent alors, pension faible et paperasse lourde, d'où un rappel sans préparation, même retraité, on continue de travailler dans la survie. C'est un dossier signé Sandra Nyangui et Charmalelo. Suivez. En République démocratique du Congo, l'âge légal de départ à la retraite est fixé à 65 ans. Chaque année, des milliers de Congolais quittent ainsi définitivement la vie active pour entrer dans une nouvelle phase de leur existence, souvent partagée entre soulagement, inquiétude financière et adaptation à un nouveau rythme de vie. En sécurité sociale, la pension désigne une somme d'argent versée quotidiennement à une personne ayant travaillé et cotisé durant sa carrière. La pension de retraite constitue ainsi un revenu de remplacement accordé aux travailleurs ayant cessé toute activité salariée après avoir rempli les conditions exigées par la loi. La première condition, c'est l'âge, à 60 ans. L'âge limite, c'est 65 ans. Lorsqu'un travailleur a fait 65 ans, il doit d'office être mis
à la retraite. Il faudrait à ce que les travailleurs puissent totaliser au moins 180 mois, soit 15 ans de cotisation à la CNSS. Mais pour beaucoup de Congolais, la retraite reste une étape difficile à vivre, surtout lorsqu'elle n'a pas été préparée à temps. Entre baisse de revenus, charges familiales persistantes et coûts élevés de la vie, les pensions sont souvent jugées insuffisantes. Cette pension est calculée sur base de 40% de la rémunération. Il n'est pas possible que vous ne comptez à vivre que sur la pension de retraite. Autre difficulté rencontrée par certains retraités, les problèmes administratifs. Pour éviter ces désagréments, les spécialistes recommandent aux travailleurs de conserver soigneusement tous les documents liés à leur carrière. Il arrive des fois, un travailleur il n'est pas au courant de sa situation au niveau de la CNSS par le fait qu'il fait confiance à l'employeur et dit non, mais il va payer. Face aux incertitudes financières, plusieurs Congolais choisissent désormais d'anticiper leur retraite en développant des activités génératrices de revenus parallèles. Comme je m'organise à ma façon, d'abord je ne sais pas prendre quelqu'un pour travailler à ma place, pour vendre à ma place. Je préfère être là. Quand je ne suis pas là, je suis pratiquement. Une manière de construire progressivement un filet de sécurité financière avant la fin de la carrière professionnelle. Chaque travailleur actif est donc appelé un jour à devenir retraité. Et si la retraite représente un repos bien mérité après plusieurs années de service, elle peut aussi devenir une période de précarité lorsqu'elle n'a pas été préparée suffisamment à temps. Épargner, investir et organiser son avenir dès les premières années de la vie professionnelle restent aujourd'hui les meilleures garanties pour vivre une retraite plus digne et plus sereine. Justement, face au chômage, le jeune Congolais s'élance très souvent dans l'entrepreneuriat avec plus de courage, entre manque de financement, l'accompagnement rare et un marché plus exigeant. Les business ressemblent parfois à un grand sport extrême. C'est un grand format signé. Diane Balaka, suivez. Vendre de biens ou proposer des services à des potentiels clients sur Internet, la pratique est devenue courante dans le pays. Le e-commerce est actuellement la forme la plus prononcée de l'entrepreneuriat auprès de jeunes. Certains étudiants en ont carrément fait un art. Ils sont de plus en plus nombreux, ces jeunes qui tournent le dos au salariat pour se lancer au pari risqué de l'entrepreneuriat. C'est très très important aussi de pouvoir entreprendre parce que l'entrepreneuriat rend libre quelque part et aussi apporte la richesse, mais surtout aussi des solutions à des problèmes communautaires ou bien dans des milieux où nous vivons. Cependant, entre recherche du financement, compétitivité sur les marchés et accompagnement technique, le domaine de l'entrepreneuriat est bien plus complexe que le pense le commun de mortels. Étant que jeune entrepreneur, surtout dans mon pays, on voit la multiplicité, j'allais dire, des taxes, impôts qui déjà freinent beaucoup de jeunes entrepreneurs, des partenaires qui vous viennent des X pays, ils deviennent carrément comme des concurrents déloyaux. Pour accompagner ceux qui nourrissent des ambitions dans l'entrepreneuriat, plusieurs universités s'organisent. Formations, conférences et séances pratiques font leur entrée dans le calendrier académique. On a un problème au Congo que dès qu'on voit notre frère vendre des articles sur les réseaux sociaux, je vais utiliser le terme littéraire tapoter, ils vont faire la même chose, mais c'est pas ça. On oublie qu'il y a le mot en économie commerçant. On est actuellement en train de mettre à côté, en train de dégriner le commerçant pour mettre en valeur l'entrepreneur. Sur les terrains, les entrepreneurs aux projets formalisés sont le plus touchés par les vagues du secteur. Le principal difficulté au-delà du financement, la fiscalité. Et quand les fiscs se pointent, ils peuvent venir 10 dans une journée, même si vous étiez assez motivé qu'en moins d'1 année,
de mon business plan, j'aurai autant à gagner, vous n'allez pas arriver. En réponse à cet obstacle, le gouvernement a mis en place un fonds de garantie de l'entrepreneuriat, le FOGEC. Nous avons approché son directeur général depuis Kolwezi, en pleine campagne de sensibilisation. Il nous parle de réponses données aux préoccupations de jeunes entrepreneurs. Alors, le programme qu'on a mis en place aujourd'hui, par exemple, j'ai devant moi le programme Bilingue à Motuya. Tout jeune qui a une entreprise, qui a une activité économique, peut avoir un crédit qui va entre 6 mois et 24 mois, ça veut dire 2 ans. Et on ne leur demande pas de garanties, à part juste leur sérieux, parce que c'est ceux qui doivent tenir notre pays pour pouvoir créer des emplois, non seulement pour eux-mêmes, et aussi créer des emplois pour les autres. Si certains entrepreneurs se plaignent du manque de financement, le directeur général du FOGEC, lui, il évoque plusieurs erreurs commises par ceux-ci dès le premier pas dans les secteurs. Les erreurs, souvent, c'est d'abord de croire que tout est question d'argent. Alors qu'il y a beaucoup qui ont d'abord besoin d'une structuration, d'une formation. Même quand ils ont besoin d'argent, tellement qu'ils ne sont pas formés, ils oublient qu'en fait, il faut avoir du sérieux, il faut être déterminé dans ce qu'on veut faire. Ensuite, remplir vos obligations en termes de remboursement. Grâce, entre autres, à l'entrepreneuriat, le secteur privé congolais propose une meilleure part dans l'inclusion économique du pays. Pour ainsi maintenir ce bel élan, les institutions d'appui à l'entrepreneuriat doivent se rapprocher davantage de leurs cibles, briser les barrières et offrir l'accompagnement qu'il faut à ces créateurs d'emplois et des richesses. Après des années à travailler sans certificat, la valorisation des acquis de l'expérience vient remettre de l'ordre. Enfin, l'expérience du terrain peut être reconnue sur papier, comme quoi un emploi surtout, ce n'est plus seulement le diplôme qui compte, mais aussi ce qu'on faisait déjà sans autorisation officielle. C'est une chronique signée d'Ichala Suvé. Marquée autrefois par les statistiques peu fiables, une formation en total déphasage avec les marchés du travail moderne, un environnement des affaires étouffant, le secteur de l'emploi est en train de connaître une révolution. Face au tableau sombre d'hier, le gouvernement a choisi l'action en répondant sur des piliers clairs et ambitieux. Mieux former les jeunes en intégrant la culture entrepreneuriale de l'école et en massifiant la formation professionnelle adaptée, notamment des formations certifiantes via des centres agréés pour une insertion rapide sur les marchés du travail et améliorer l'employabilité dans le secteur clé. Mieux insérer ces derniers en alignant compétences et opportunités réelles, mieux accompagner vers l'entrepreneuriat avec un écosystème de financement performant et un climat des affaires enfin libéré, promouvoir les métiers verts sur le territoire national. L'histoire retiendra que le gouvernement souminois a donné une réponse appropriée à l'éternelle question de comment certifier des années de pratique et les connaissances qui en résultent. La valorisation des acquis de l'expérience, VAE en sigle, a été lancée à Kinshasa à titre expérimental. Ça touche tous ceux qui ont des années de travail et se sont formés pour la plupart sur l'État sans diplôme. Les candidats défendent un projet devant un jury qui délivre le sésame et font directement partie du répertoire des métiers et obtiennent des cartes de l'ONEM. Plus d'1,8 million d'emplois créés entre 2022 et 2024 selon les résultats d'une enquête du ministère de l'Emploi et Travail publiée en décembre dernier. Un nouveau rapport est attendu dans les prochains jours, confirmant cette avancée. Entre-temps, le gouvernement a rendu obligatoire le visa préalable de l'Office national de l'emploi ONEM pour toute offre d'emploi avant sa diffusion, pour assurer la traçabilité des recrutements et lutter contre les pratiques frauduleuses qui pénalisent les demandeurs d'emploi. Le secteur privé est le vivier des emplois et le gouvernement de la République s'active pour améliorer le climat des affaires et les grandes entreprises estiment que c'est le moment de venir investir en RDC pour que les grandes multinationales investissent davantage dans le pays.
Et la suite de l'actualité, l'électricité au centre de l'avenir de la RDC, eh bien à travers le compact plutôt énergétique porté par le gouvernement et la Banque mondiale dans le cadre de la mission 300, les pays fait de l'accès à l'énergie les leviers de sa transformation industrielle, agricole et numérique. Yolande Voka. Avec son immense potentiel hydroélectrique, la RDC veut enfin passer de l'obscurité à la lumière. Réunis autour des représentants du gouvernement, des partenaires techniques et financiers, experts et secteurs privés ont planché sur les réformes capables de transformer l'énergie en véritable moteur de développement. Au centre des échanges, un cadre juridique plus attractif, une gouvernance renforcée et des mécanismes transparents pour sécuriser les investissements énergétiques. Le compact énergétique est justement conçu pour cela. Il constitue aujourd'hui les cadres à travers lesquels le gouvernement entend accélérer les réformes, coordonner les investissements et assurer un meilleur suivi des projets énergétiques à l'échelle nationale. Les membres de la coordination technique du comité de mise en œuvre et de suivi du compact énergétique CDMU se sont réunis pour définir la feuille de route pour l'accélération de l'agenda énergétique de la RDC. À travers le compact énergétique, nous accélérons l'accès à l'électricité. Et avec le Grand Inga, nous portons une vision à l'échelle du continent, celle d'une Afrique connectée, productive et souveraine. Car au fond, la vraie question n'est pas ce que l'Afrique représente aujourd'hui, mais ce qu'elle rendra possible pour le monde demain. Notre vision est claire, faire de la République démocratique du Congo un acteur central de la transformation hydrique et énergétique mondiale. L'énergie, considérée comme le 5e pilier de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, porté par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, reste au cœur de l'ambition de faire de la RDC une puissance énergétique régionale, notamment grâce au projet Grand Inga. Et à Dakar, au Sénégal, la RDC plutôt et le Sénégal renforcent leurs liens à travers la culture grâce à une initiative de l'ambassadeur Christophe Muzungu associant Barli Barouti, que vous connaissez très bien, le festival de la BD de Dakar et les écrivains sénégalais. La diplomatie qui se parle désormais en art et en créativité suivait. Dans le cadre du renforcement de la coopération culturelle entre la RDC et le Sénégal, l'ambassadeur Christophe Muzungu a initié une importante mise en relation entre le célèbre dessinateur congolais Barli Barouti, M. Guilhem Sarr, président du Festival international de la bande dessinée de Dakar, ainsi que le Sénégalais Abdoulaye Fodé Dionné, président de l'Association des écrivains du Sénégal. Initiative diplomatique qui vise au rapprochement des acteurs culturels, aux échanges artistiques ainsi qu'à la circulation des œuvres et la valorisation de talents africains dans le cadre de préparatifs de la 7e édition du Salon africain de la bande dessinée et de la musique Sabdam sur la consécration de Kinshasa comme capitale de la bande dessinée africaine prévue au mois de septembre prochain. Projet porté par l'artiste Barli Barouti. Son Excellence Monsieur l'ambassadeur a été très enthousiaste par rapport à l'idée et il m'a mis en contact avec les présidents des écrivains ici au Sénégal, plus d'autres personnes, d'autres associations et qui travaillent sur la bande dessinée africaine. L'ambassadeur de la RDC, Christophe Muzungu, a salué cette dynamique de coopération culturelle. Et l'idée, c'est de travailler conjointement pour faire développer le secteur de la bande dessinée en Afrique. Kinshasa est vraiment un lieu qui a le mérite, avec Barli Barouti, de développer la bande dessinée en Afrique. Cette démarche ouvre ainsi la voie à un partenariat prometteur entre les acteurs de la bande dessinée congolaise et sénégalaise, avec pour ambition de faire de l'Afrique un espace majeur de création, d'innovation et de diffusion du 9e art. Démonstration de force à Kindu, en pleine mobilisation populaire dans les Maniema, Nouvelle-Élan, Adolphe Muzito réaffirme son ancrage politique et affiche en même temps son soutien au chef de l'État ainsi qu'à l'initiative de réformes constitutionnelles. Anita Luamboa et Robert Kalemba. Une démonstration de force politique impressionnante a marqué le meeting populaire du parti Nouvel Élan ce 23 mai dans la province du Maniema.
Dans une ambiance de grande mobilisation populaire, des milliers de militants ont envahi l'espace du rassemblement en exprimant leur adhésion massive à la vision portée par Adolphe Muzito, vice-premier ministre, ministre du Budget et président national du Nouvel Élan, dans un contexte politique où le débat sur les réformes institutionnelles occupe le devant de la scène nationale. Pour le président fédéral du Maniema, Doris Kimpanga, le Nouvel Élan réaffirme son soutien au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et se dit favorable pour le changement de la Constitution. Depuis 2012, Adolphe Muzito avait produit une tribune qui avait parlé sur le changement de la Constitution. Donc pour nous, c'est un projet du Nouvel Élan. Aujourd'hui, nous sommes fiers de voir la République se rapprocher de ce projet et surtout que le chef de l'État vient de marteler sur le changement de la Constitution. Nous, Nouvel Élan, nous sommes les premiers acteurs à accepter et accompagner ce processus du changement de la Constitution. Dans le même élan patriotique, le président fédéral du Nouvel Élan Maniema a demandé à la population de soutenir les institutions de la République et les FARDC engagés dans la défense de l'intégrité territoriale. Je lance appel à tous les Maniémiens d'être derrière le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce qu'à travers lui, nous avons réussi aujourd'hui à découvrir l'ennemi camouflé durant 30 ans. Au terme de ce meeting historique, le Nouvel Élan confirme une fois de plus son enracinement politique dans la province du Maniema et son engagement à accompagner le chef de l'État Félix Tshisekedi, garant du bon fonctionnement des institutions dans une dynamique de stabilité, d'unité et de cohésion nationale. Et entre soutien politique et défis sanitaires, Maître Boniface Longiringa, qui est notable de la province de l'Ituri, salue la réforme constitutionnelle, mais aussi le travail abattu par le gouverneur militaire de la province de l'Ituri pour le développement de cette province, ceci dans un contexte sanitaire marqué par les retours d'Ebola. Suivez. Ma position est celle du chef de l'État. La Constitution est faite par l'homme. La révision de la Constitution est acceptée par tous. On ne peut pas rester dans une constitution vieille qui nous bloque à tout bout des champs. Nous sommes en train d'accompagner les chefs de l'État pour que nous puissions réviser cette constitution, qu'on puisse fermer les portes qui ont été mises comme des pièges pour que les gens puissent faire de notre pays ce qu'ils prétendent. Nous devrons limiter cela. Trop c'est trop, c'est nous-mêmes qui avons dit cette constitution est mauvaise, c'est nous-mêmes la population, le peuple congolais, que nous allons décider de la changer. C'est la position de Kérov, c'est notre position, pourquoi pas la position de tout le peuple congolais. La communauté iturienne est en train de subir une maladie actuellement, d'Ebola. On a suspendu le vol. Il n'y en a pas ailleurs, ça a commencé en Ituri. Cela doit nous interpeller, nous notables de l'Ituri. Cette maladie existe. Attention. Nous devons respecter les réglementations et les normes qui sont mises à notre disposition. Le lave de mains, le port des masques, juste pour que cette maladie ne puisse pas s'étendre sur tout le pays. Cela affecte nos frères et sœurs, nos enfants. Nous devons accompagner les chefs de l'État, nous devons accompagner la décision que le gouverneur Luboya a prise pour que nous puissions limiter la propagation de cette maladie. Kinshasa en éclat. Vlisco illumine la scène avec sa collection 2026 Radiance, une soirée glamour où mode, culture et créativité ont fusionné en un spectacle haut en couleur. Rigen Shindano et Siande Maka. Un plus dans l'univers créatif de Vlisco. La nouvelle collection 2026 est déjà disponible sur les marchés. Cette ligne baptisée Radiance, inspirée par la lumière, marque une étape clé dans l'évolution artistique de la marque. Cette série d'épargnes a été présentée aux passionnés de la mode lors d'une soirée glamour haute en couleur où la mode s'est harmonieusement mêlée aux univers politiques et culturels. Le défilé prestigieux a été sublimé par une prestation XXL de l'artiste congolais Gali Garvey, mettant en valeur
la richesse culturelle de la RDC. Vlisco a fait ce qu'on appelle une révolution en introduisant le jacquard dans sa gamme des produits. Avant, on ne faisait que le wax, mais actuellement, on a une technique de production qui s'appelle le jacquard. C'est une technique de production française qui consiste à tisser directement le motif. Le message particulier est que Vlisco ne produit pas que de tissus, ne produit pas que des dessins, mais Vlisco produit un patrimoine qui va durer et perdurer. Alors, c'est un héritage que Vlisco produit qui peut se transmettre de génération en génération. Une initiative appréciée des convives et consommateurs venus nombreux découvrir les nouvelles créations de la boutique de la marque. Vlisco, il n'y a pas mieux aujourd'hui en RDC en termes de pagne, en termes de créativité. Ils ont plusieurs lignes et cette nouvelle ligne est une touche en plus de sobriété, de classe que moi j'apprécie. Je les encourage à porter cette marque, à venir découvrir leur boutique que j'ai découverte également aujourd'hui, de découvrir la ligne Radiance qui est une très belle ligne et de s'habiller en Vlisco, en pagne. C'est notre culture congolaise. Pagne, symbole incontournable, occupe une place centrale dans la culture congolaise et reste très prisé lors des fêtes et cérémonies. Et surtout les pagnes Vlisco. Et voilà, c'est la fin de ce 20h magazine du dimanche sur la RTNC. Toute la rédaction vous dit merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous. Et surtout bonsoir chez vous.